TP s'intitule Les grands ensembles structuraux français, en fait de France métropolitaine, et on le fera en deux parties, 2 fois 2h30, parce que dans ce premier TP, nous n'évoquerons que les bassins sédimentaires, et dans le prochain TP, nous verrons les massifs anciens. Donc vous avez ici une photo des falaises d'Étretat, ce qui montre le bord du bassin parisien. Donc ce qu'on vous demande d'être capable de faire à la fin de cette série de 2 TP, c'est en fait pouvoir commenter n'importe quoi sur la carte de France. Donc le TP Alpes qui aura décrit cette partie. Dans ce TP, nous allons évoquer tous les bassins sédimentaires qui existent sur la carte de France. Dans le prochain TP, nous allons travailler sur tous les massifs anciens, ce qui fait que vous aurez vu l'intégralité de la carte de France au millionième. Vous avez besoin de vous munir du fond de carte et au bas de ce fond de carte, la légende. Et nous allons aujourd'hui travailler seulement sur la partie bassin sédimentaire, sachant que le reste de la carte sera complété lors du prochain TP sur les chaînes de montagnes anciennes. Donc à chaque fois, au fur et à mesure de notre progression, vous devez noter sur votre carte quel est le nom de ce bassin, par exemple, est-ce que c'est le bassin parisien? De quel type de bassin il s'agit? On notera que c'est un bassin intracratonique. Quelle est la cause de subsidence de ce type de bassin? Dans ce cas-là, on écrira subsidence thermique. Quelle est la vitesse de la subsidence connaissant la cause de la subsidence? Donc ici, on écrira qu'il est lent. Quelle est la période de subsidence? Ici, on écrira que c'est le secondaire et le tertiaire. Ce qui fait qu'à la fin, dans votre carte, vous aurez à la fois toute la nomenclature, vous pourrez du premier coup d'œil reconnaître les types de bassins puisque nous aurons un code couleur associé au bassin, et puis vous pourrez relier les mécanismes, leur cause et la période sur chaque partie de la carte de France. Pour visualiser la carte au millionième, si vous ne l'avez pas avec vous, vous tapez cette adresse infoter@brgm.fr de façon à avoir accès ici à ce visualiseur. Donc là, ce n'est pas ce que l'on souhaite, on a une carte IGN. Donc on clique ici dans Ajouter une couche. Dans les cartes géologiques, donc vous repérez qu'il y a un certain nombre de cartes géologiques au 1/50 millième qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui préparent G2E. Donc nous voulons la carte imprimée au millionième. Si celle-ci ne s'affiche pas spontanément, vous cliquez en haut, vous avez les différentes couches affichées et vous pouvez masquer le fond IGN ou le fond mondial si vous ne le voulez pas, ou avec les petites flèches, vous pouvez faire remonter la carte géologique imprimée au millionième pour qu'elle soit là en premier. Alors très souvent, le zoom ne fonctionne pas. Donc pour aller plus en détail, c'est embêtant, mais néanmoins vous avez ici l'échelon et donc vous pouvez choisir de vous mettre au millionième, donc exactement comme si vous aviez la vraie carte, et ensuite avec la petite main vous n'avez plus qu'à vous déplacer pour voir ce qui vous intéresse. Alors si je reviens un petit peu en arrière, donc à l'échelle 4 millions, vous repérez donc qu'il y a un trou ici, qui est en fait celui de la légende. Donc la légende, si vous voulez y avoir accès, c'est ici. Vous cliquez accéder à la légende, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et dans cette nouvelle fenêtre, vous voyez que vous n'avez accès qu'à la portion supérieure de la légende, dans laquelle nous avons les figurés sédimentaires et les figurés magmatiques, mais nous n'avons pas les figurés métamorphiques et nous n'avons pas les figurés tectoniques. Néanmoins, je vous ai mis la légende complète sur le drive, donc si vous avez besoin de plus d'éléments, vous pouvez la charger. Et l'idéal, ce serait d'avoir la légende sur le côté, en même temps que vous regardez la carte, puisque une carte sans légende, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt.
Deuxième chose qui manque, et là c'est beaucoup plus dommage, ce sont les encarts qui sont ici, qui sont des encarts d'interprétation de l'époque alpine et de l'époque hercynienne. Et ceux-là, nous allons les utiliser. Donc vous les retrouverez dans le diaporama. Ils sont ici absents et il n'y a pas moyen de les visualiser sur Infoterre. Sur Infoterre, vous avez accès au fond de carte complet, mais les légendes sont toujours incomplètes pour que les gens qui s'y intéressent vraiment achètent les cartes, et c'est ce qui fait vivre le BRGM. Donc on va commencer par les bassins sédimentaires intracratoniques. Ce titre-là, ce sera pour le cours. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les bassins, on dit cratoniques ou intracratoniques, donc qui sont situés sur des structures que nous allons devoir définir, qu'on appelle des cratons. Alors comment va-t-on reconnaître ces bassins pour qu'ils méritent le terme de cratonique? Vous verrez que l'accès au craton lui-même, c'est pas évident. Donc sur une carte, la façon la plus simple de les définir, c'est de voir des structures quasiment circulaires, parce que les autres structures sédimentaires que nous aurons à reconnaître, qu'on va appeler des fossés d'effondrement, eux, ils sont rectangulaires. Donc ici, sur cette carte, on voit le bassin parisien, qui serait complètement circulaire si on incluait la Manche et une partie de l'Angleterre. Enfin, circulaire, pas au sens mathématique, mais qui se fermerait complètement sur lui-même si on incluait la Manche, qui n'est pas un océan, qui n'est qu'une mer épicontinentale, et puis un petit peu du bassin d'Angleterre. Et puis le bassin aquitain, qui a une forme là qui ne reboucle pas du tout sur lui-même, ça fait juste un quart de cercle, et il nous faudra expliquer pourquoi. Mais de toute façon, je pense que vous repérez la grande différence entre ces structures globalement circulaires et puis des structures extrêmement allongées qu'on a ici dans la Limagne, la Bresse, le Fossé rhénan, là des structures que j'ai qualifiées globalement de rectangulaires qu'on va appeler des fossés. Donc dans un premier temps, nous nous intéresserons seulement au bassin circulaire intracratonique et nous allons prendre comme modèle, puisque le bassin aquitain a une forme un peu spéciale, nous allons prendre comme modèle de bassin intracratonique le bassin parisien. Premier exercice, observez en détail le bassin parisien et cherchez des critères de bassin sédimentaire qui sont directement visibles sur la carte. Donc je vous rappelle que si le zoom ne fonctionne pas, utilisez en bas à gauche le grossissement. Le premier critère, et il est quasiment évident, c'est le fait qu'il y a des roches sédimentaires à l'intérieur du bassin parisien. Vous voyez qu'il y a des roches du Trias grâce à la légende. On sait que c'est des roches sédimentaires vu le code couleur. Donc on a des roches sédimentaires du Trias à l'est, repérez qu'il n'y en a pas à l'ouest. Des terrains jurassiques plus répandus à l'est qu'à l'ouest. Des terrains crétacés un peu partout. Et puis au centre, des terrains tertiaires. Donc on a bien cette disposition concentrique qu'on avait déjà remarqué. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas que c'est concentrique, c'est que tout simplement, il y a des terrains sédimentaires qui sont présents. Et donc on a une sédimentation longue pendant le secondaire et le tertiaire, ce qui est assez caractéristique d'un bassin sédimentaire. Le deuxième critère, ce sont ces lignes marron que l'on trouve de façon à peu près concentrique tout autour du bassin parisien. On va chercher dans la légende, tout en bas de la légende, et on voit que les lignes marron, il y a écrit isobate de la base du Trias, bassin subalpin, bassin de Paris et d'Aquitaine, Manche, golfe de Gascogne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bassin de Paris. Donc isobate de la base du Trias. Donc ça veut dire que c'est à cette profondeur-là qu'on trouve le Trias, sur lequel est empilé le Jurassique, le Crétacé, etc. Donc ça nous donne en fait l'épaisseur de sédiment qui est présent au-dessus du socle. On voit qu'il y a le chiffre 3000, il y a donc 3000 mètres de sédiments qui se sont déposés sur le socle depuis le Trias. Alors pour qu'un bassin mérite son nom de bassin intracratonique, il faut prouver qu'il est sur un socle stable de 30 à 35 km d'épaisseur. Donc pour ça, il faut utiliser un outil que vous n'avez pas sur Infoterre, c'est la zone qui est restée en blanc sur Infoterre, et qui est ici l'encart qui porte le nom de cycle alpin.
Donc comme d'habitude, on commence par regarder la légende et on voit que ce qui est en marron dans le cycle alpin, ce sont les isobates estimés et éventuellement les discontinuités, les failles du Moho. Donc nous avons en fait la profondeur du Moho sur cet encart, ce qui va enfin nous permettre de prouver que le bassin de Paris est bien sur un craton. Allons donc rechercher les isobates du toit du Moho. Donc par exemple, si je prends cette ligne-ci, on voit le chiffre 35. Bien évidemment, c'est en kilomètres, c'est la profondeur du Moho. Et donc là, on est sur une croûte d'épaisseur tout à fait standard de 35 km, puisque une croûte standard, c'est entre 30 et 35 km. Donc on est bien sur une croûte d'épaisseur normale. Donc vu le sens des écritures, on sait que toute la zone qui est à l'intérieur de cette courbe, donc en fait tout ceci, est une zone où le Moho est à 35 km d'épaisseur. Sachant que ce que l'on a ici, c'est le bord du massif armoricain. Ce que l'on a ici, c'est le bord du massif central avec le Morvan qui est ici. Donc tout ce qu'on voit dans cette zone, c'est en fait le bassin parisien. Sur l'encart, on repère autre chose qui sont ces chiffres entourés d'un ovale. Et quand on regarde la légende, c'est l'épaisseur maximum des bassins, donc l'épaisseur des sédiments en mètres bien sûr. Et ici, on voit le chiffre de 3000. Donc il y a 3000 mètres de sédiments. Là, on voit qu'on a 3000 mètres de sédiments avant d'atteindre le socle. Et que ces 3 km de sédiments s'additionnent à 32 km de socle pour avoir un Moho à 35 km de profondeur. Donc grâce à cet encart, nous pouvons être sûrs que nous avons affaire à un bassin intracratonique parce que nous avons cette information qui est la profondeur du Moho. Donc si vous n'aviez pas l'encart, vous n'auriez que des arguments indirects pour dire qu'il s'agit d'un bassin intracratonique. Vous n'auriez que sa forme, globalement circulaire, formée de couches concentriques, et vous ne pourriez pas avoir la preuve directe qu'il y a une croûte d'épaisseur standard de 30 à 35 km de profondeur. Vous avez ici un schéma de ce qu'est un craton. Donc pour montrer exactement comment on arrive à cette situation, ce sera l'objet de la prochaine vidéo où nous allons faire un schéma ensemble pour expliquer comment se forme un craton. Mais regardons le résultat. Donc on a ici un grand nombre de roches magmatiques métamorphiques plissées et puis des roches magmatiques. Et tout ça a été érodé, formant une surface globalement plane mais assez irrégulière, et sur laquelle est venu se déposer en discordance. Nous avons ici une discordance angulaire, puisque si vous regardez l'angle des terrains plissés et l'angle des terrains sédimentaires, il y a un angle entre les terrains sédimentaires et les terrains plissés, donc nous avons ici une discordance angulaire. On a une discordance angulaire entre les terrains sédimentaires et le socle, tout simplement parce que c'est après érosion du socle que les terrains sédimentaires sont venus se déposer en discordance. Il y a eu une transgression, la zone a été inondée par un lac ou par de l'eau de mer, et il y a des terrains sédimentaires qui sont venus se déposer à l'issue de cette transgression. Et donc c'est l'ensemble qu'on va appeler craton, donc c'est à la fois le socle c'est la partie de roche cristalline, et sa couverture sédimentaire. Alors un craton est souvent le résultat d'une série d'orogénèses. C'est-à-dire que si on regarde ce qui constitue le socle du bassin parisien, on peut peut-être y retrouver des restes de la toute première chaîne de montagnes visible en France métropolitaine, qui est la chaîne cadomienne. Nous l'identifierons lors du prochain TP sur la carte de France. Celle-ci a été complètement érodée pour donner une surface quasiment plane d'altitude très faible, entre 0 et 300 mètres, qu'on appelle une pénéplaine. Si vous voulez vous représenter ce qu'est une pénéplaine, eh bien, il suffit de voir le paysage breton, c'est typiquement une pénéplaine.
À cette époque-là, donc à la fin du primaire, on a une partie nord et une partie sud de la France qui sont séparées par un océan. En fait, c'est pas la partie nord et sud de la France, c'est la partie nord et sud du monde entier, puisque à l'époque, il y a 2 supercontinents qui vont se souder grâce à la formation de la chaîne hercynienne, ce qui fait qu'à la fin, on n'aura plus qu'un seul unique continent, d'où le terme de Pangée, une seule terre. Cette chaîne hercynienne est ensuite complètement érodée et donne à nouveau une pénéplaine. Donc là, c'est vraiment ce que l'on voit dans le massif armoricain, et puis dans une certaine mesure au massif central, parce que le massif central a une histoire postérieure qui fait qu'il est en hauteur. Sur cette pénéplaine, donc d'altitude très 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 faible, par transgression vont se déposer des terrains, et c'est ça qui va faire la base, qui va constituer un craton. Donc la pénéplaine devient le socle du bassin parisien, du bassin aquitain, sur lequel des sédiments viennent se déposer. Et puis il peut y avoir des éléments de ce socle qui, eux, ont été au contraire repris dans des orogénèses alpines, orogénèses hercyniennes, et ils deviennent les massifs cristallins, internes ou externes, des Alpes, et ou les massifs cristallins des Pyrénées. On dit classiquement qu'un craton est une zone stable, donc vous pouvez très facilement le repérer ici. Nous avons un grand craton sous le bassin parisien et londonien, puisqu'en fait c'est le même. Aussi dans la zone du bassin aquitain qui est constituée par un craton, vous repérez que ce sont les zones les moins sismiques de France. Il y a bien sûr des forts séismes dans les chaînes de montagnes récentes, les Alpes et les Pyrénées. Ça, ce n'est pas surprenant. Par contre, ce qui peut peut-être davantage vous étonner, c'est le fait qu'il y ait de la sismicité ici dans le bassin aquitain, qu'il y en ait dans le massif central et qu'il y en ait dans les Vosges, alors que ce sont des massifs anciens qui ont cessé d'avoir une activité tectonique depuis très longtemps, depuis la fin du primaire, puisqu'ils ont été complètement rasés au début du secondaire. Mais puisque ça a été des chaînes de montagne, ces structures contiennent de nombreuses failles. Donc quand vous avez des séismes dus aux Pyrénées ou des séismes dus aux Alpes, il y a très souvent des contre-coups, c'est-à-dire que les ondes sismiques se propagent le long des failles, et nous montrerons dans le prochain TP que les failles ont justement cette orientation-là, en V, et donc sont particulièrement propices pour transmettre les activités tectoniques provenant des Alpes. Donc ça a tendance à se retrouver en direction de la Bretagne quand les séismes partent des Alpes, et quand les séismes partent des Pyrénées, ils ont tendance à se propager aussi dans l'autre sens, en direction du Massif central et des Vosges. Donc finalement, ce n'est pas une activité sismique intrinsèque, il n'y a plus d'activité tectonique pour ces zones, mais ce sont des zones qui ont déjà des failles, donc qui rejouent quand des zones tectoniques, comme les chaînes de montagnes récentes, sont activées par des séismes. Alors notez que par rapport à notre modèle d'une croûte un peu incurvée sur lequel se déposent 3 km de sédiments, nous avons au nord-ouest du bassin parisien une exception à cette règle, puisque vous voyez ici l'anticlinal du Bray, et donc un anticlinal forcément c'est un pli, donc on le repère comme d'habitude sur une carte au 1/50 millième, mais bien sûr là on est sur un pli qui fait plusieurs dizaines de kilomètres. On est sur quelque chose de très très grande taille, et ça vous montre qu'ici ce bassin a été fracturé, puisqu'on voit déjà une faille, et a été replissé, et ça c'est des contre-coups de la formation des Pyrénées et des Alpes qui ont déformé le craton du bassin parisien. Nous reviendrons sur ce point plus tard.